Nous avons le plaisir de recevoir Michael Gregorio aujourd'hui à RTL2 Méditerranée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la fois chanteur, imitateur, humoriste. Aussi, vous fêtez vos 10 ans de scène avec un nouveau spectacle J'ai 10 ans. On va retrouver des passages des 3 spectacles précédents et aussi plein de surprises, j'imagine, des nouvelles voix. Comment vous l'avez préparé ? En fait, au départ, on devait juste faire une seule date à Bercy. Et puis ça devait juste être un best-of. Et puis quand j'ai commencé à écrire, finalement les surprises prenaient de plus en plus de place. Et on se retrouvait avec moitié-moitié, quoi. Et avec un spectacle de 2 heures et 55 ans. Du coup, on s'est dit, ce serait quand même dommage de pas promener ce spectacle un petit peu partout. Et du coup, plutôt que de faire un en concert spécial Bercy, on va faire ce J'ai 10 ans un peu partout en France et dans les pays francophones. Voilà. Et c'est comme ça qu'est née un petit peu cette idée de spectacle. Est-ce qu'il y a un peu de nostalgie justement de regarder en arrière et de se dire waouh, ça fait quand même 10 ans déjà de scène ? Oui, la nostalgie en tout cas pour plein de choses. Effectivement, cette évolution pendant ces 10 ans. Et puis J'ai 10 ans résonne aussi comme une petite Madeleine. Je vais revisiter les années 90. C'est un pan de la musique que j'avais jamais eu l'occasion de travailler. J'ai eu 10 ans à cette époque. Et du coup, c'est l'occasion de travailler des gens comme les Boys Band, la dance, de Real to Real, en passant par les Nightcrawlers, Barbie Girl, un clin d'œil à la série Friends, à Retour vers le futur aussi, etc., etc. Oui, il y a toute une partie aussi. Madeleine, c'est pas un best-of, un simple best-of. Il y a de vrais nouveaux numéros. Ouais. Il y a aussi des mélanges improbables, Piaf remixé par David Guetta par exemple. Comment vous vient cette idée justement de mélanger 2 univers et 2 artistes complètement différents ? Mais c'est ça qui me plaît énormément, les rencontres et les mariages. Ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. Il y avait Piaf Guetta dans le précédent spectacle, malheureusement on l'a pas gardé. On a gardé Grand Corps Malade avec les Bee Gees. On a gardé Prince en duo avec Vincent Delerme. En nouveau numéro, en nouveau mariage improbable, on a Charles Aznavour qui chante Maître Gims. Voilà. On a tout un numéro vocal, corporel et musical qui part de l'univers de Jacques Brel et qui va petit à petit vers l'univers de Stromae. Et j'ai eu la chance de travailler avec la chorégraphe de Stromae, Marion Motin. Ça fait partie un petit peu, sans vouloir tout dévoiler, il y a un petit peu partie des nouveautés. Comment vous faites le choix des voix justement, plutôt tel artiste que tel artiste ? Il y a l'actualité musicale, ça c'est quelque chose d'important. C'est le cas, en tout cas pour les nouveautés. On a parlé de Stromae, il y a Kenji, il y a Vianney, il y a Bruno Mars. Mais pas seulement, il y a aussi le plaisir de retrouver des artistes que j'apprécie ou que le public apprécie. Voilà, c'est le cas de U2, de Nirvana, de Rage Against the Machine. Vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi bien vocal que physique aussi, parce qu'il y a la posture, il y a plein de choses aussi qui fait que... Pas pour tous les artistes, effectivement, mais de temps en temps, en tout cas là, pour Stromae, c'est une vraie première, parce qu'il y a une vraie chorégraphie. Voilà. Ça, c'est la première fois, je me retrouve à danser. D'habitude, moi, je bouge, je suis quelqu'un d'assez nerveux. Mais je ne sais absolument pas danser. Là, ça a été le travail de Marion de me faire un peu bouger sur quelque chose d'un peu préparé, d'un peu coordonné. Voilà, c'était une vraie gageure. Donc rien que pour ça, il faut aller voir le spectacle. Rien que pour Marion Motin, il faut aller voir le spectacle. Et donc de Mick Jagger à Johnny Hallyday en passant par Prince, justement, vous réunissez 25 artistes sur scène en une seule voix. C'est un entraînement de tous les jours en fait, ça doit être comme un sportif, vous devez avoir une hygiène de vie irréprochable et puis vous entraînez aussi. Il y a l'entraînement effectivement, mais là je suis en période de tournée, l'entraînement consiste à se reposer entre les dates, puisque finalement les dates entretiennent la voix, donc en dehors c'est pas une ascèse non plus, mais je chante pas en dehors du spectacle, je me repose, j'essaye de bien dormir, ce qui est assez difficile c'est vrai, parce que je dors dans un bus, donc avec les copains, je cède parfois à la convivialité. Voilà, c'est un euphémisme, mais c'est difficile parfois d'y résister. De l'énergie, oui, parce que vous faites un slam, je crois, dans votre spectacle. Et ça, c'est le rêve de beaucoup de personnes. Est-ce que tout s'est toujours bien passé ou est-ce qu'il y a eu d'autres petits soucis ? Oui, ça fait plusieurs années que je fais ça tous les soirs. C'est mon grand rêve, en tout cas. Et venez. Ah, mais avec grand plaisir. Mais je vous invite et on slame ensemble. Avec plaisir. J'ai fait slammer une petite mamie une fois, qui a fait son premier slam à l'âge de, je pense qu'elle avait plus de 60 ans. Et c'était incroyable, c'était à Pau. Et je vois cette dame, elle s'appelle Nicole. Je lui dis non, mais venez slammer avec moi. Et je pensais qu'elle allait dire, mais non, il est fou. Et elle l'a fait, c'était extraordinaire. À part ça, je me suis blessé une fois. Je me suis fait une grosse entorse à l'Olympia parce que j'escalade les balcons aussi. Et donc je me mets debout sur les gens, je demande à quelqu'un du public de m'attraper la main et de me hisser au balcon.
C'est vrai que c'est quand même pas le truc le plus safe de la Terre. Et j'ai mis un peu de temps à monter et il y a un vigile, un gars de la sécu qui s'est dit on va aller l'aider. Et il m'a pris la cheville et au lieu de m'aider, il m'a fait tourner la cheville. Et je me suis dit oh là là, je vais avoir besoin de séance de kiné. et j'ai terminé le spectacle en boitant. Et puis alors plus la soirée avançait, une fois que j'ai arrêté de jouer, j'avais un genou à la place de la cheville, quoi. C'était une catastrophe. Et 6 mois après, je retourne à l'Olympia et je me dis je peux pas rester sur un échec. Ah non. Donc j'y retourne. C'était pour une soirée caritative pour Helen Keller International, qui est une association qui lutte contre la cécité en Afrique. Donc il y avait de grands pontes, il y avait d'éminents chirurgiens, mais un public assez sympathique. D'accord. Vraiment. Et puis sur la fin, on terminait sur les clashs. Et il y avait une bonne ambiance et ça se transformait en queue-pont, quoi. Il y avait une super ambiance. Je me dis, allez, je reslame, je me mets debout. Et là, je vois un mec, costard cravate, qui a l'air assez suffisamment costaud pour m'élever au-dessus du balcon. Et je lui tends ma main et il bouge pas. Alors je continue avec ma main, mais prends-moi la main. Et le mec, il a cru que je lui demandais de se jeter. Et il s'est jeté du balcon de l'Olympia sur le public. Heureusement, il a blessé personne parce qu'il devait faire au moins 90 kilos quand même. Et il est tombé sur un mec qui était encore plus costaud que lui. Et voilà. Et du coup, quand j'ai fait l'Olympia pendant un mois, finalement, je suis resté en bas. J'ai arrêté parce que je me suis dit, si jamais il y a un problème, ça va pas le faire. Donc il y a de grands défis pour Montpellier alors du coup. Montpellier, il n'y a pas de balcon au Zénith, donc, mais je slame toujours. On va trouver quelque chose à faire. Et puis la Gibson de Gary Moore, ça sonne d'où ça sort d'où? Ça, alors, on a tous fait gamin le Guitar Hero avec une raquette de tennis ou un ballet ou j'en sais rien. Moi, je le faisais un peu avec la voix. Alors, ça sonnait pas comme aujourd'hui, hein. La genèse en fait de la guitare, c'est que j'étais en répétition et je m'amusais avec le micro à faire des sons, à trouver des trucs pour embêter l'ingé son, tout simplement, quoi. Lui casser les oreilles. Et à un moment donné, j'ai trouvé un résonateur. C'est un peu technique, c'est un peu barbare, c'est un peu nul, mais placé dans le nez et j'arrivais à ressentir le son un peu d'une distorsion. Dessus, j'ai essayé de placer un vibrato qui ressemblait à un vibrato de guitare. Et ça a démarré comme ça. Et quelques années après, Jean-Félix Lalanne est venu voir le spectacle. Je le faisais tout seul, je faisais la guitare comme ça. Ouais. Il m'a dit, mais tu devrais faire ça avec ton guitariste en battle. Voilà. Donc, c'est la paternité de ce numéro revient à Jean-Félix Lalanne. Est-ce que vous imitez aussi les gens en parlant ou alors c'est uniquement en chantant C'est vrai. C'est quoi la différence? C'est un peu la musique qui m'a amené à faire ça, la musique et le théâtre, parce que c'est au théâtre que j'ai pris conscience que je pouvais travailler ma voix. Donc c'est vrai que naturellement, je suis allé naturellement vers la musique, mais j'ai commencé à chanter quand j'étais môme à la manière de Tom York ou de Kurt Cobain. C'était pas vraiment des imitations, mais je chantais un petit peu dans le style d'eux. Et donc naturellement c'était la musique. Après quand j'ai découvert l'imitation, je me suis dit il faut bosser quand même des voix parlées parce que ça fait partie de la panoplie de l'imitateur. Et au final je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de ça. Et du coup comme j'étais pas très à l'aise et que ça me plaisait pas des masses, j'ai arrêté les voix parlées. D'accord. Voilà. Après, au contraire, moi j'aime assez bien les imitateurs qui font des voix parlées parce qu'on est toujours attiré par ce qu'on ne sait pas faire. Exactement. Il y a une petite passerelle là justement. On a dit de vous, pas mal de chanteurs devraient songer à l'imiter. C'était dans Ouest France. Ça vous dirait vous une carrière de chanteur? Je crois que vous composez un petit peu aussi. Oui, j'ai eu la chance de composer une chanson. Alors pour un film qui s'appelle Dépression et des potes. C'était une jolie parenthèse. Là, il y a un artiste qui s'appelle Barcela, je ne sais pas si vous le connaissez, peut-être que vous l'avez même reçu ici. Oui. J'ai écrit une chanson pour lui. Je ne sais pas si ce sera sur son prochain album, je croise les doigts. Enfin, j'ai fait la musique, il a fait le texte évidemment. Et c'est une chanson qu'on a joué ensemble sur scène une fois. Quel est l'album rock, que vous avez le plus usé? Celui que vous pouvez même plus écouter maintenant tellement il est rayé? Il y a Nevermind, il y a un live aussi de Rage Against the Machine, celui-là il a tourné. Ouais, il y a un best-of aussi de Radiohead que j'ai fait tourner à fond. Vous êtes rock'n'roll dans l'âme. Ouais, mais en même temps, c'est pas que rock'n'roll. Je suis un fan de Nick Drake par exemple, d'Elliott Smith aussi. J'aime le jazz aussi, Bill Evans. J'adore la musique classique. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance quand même à être attiré d'abord par du rock dans l'adolescence, puis je me suis calmé. Des artistes aujourd'hui comme Anna Calvi, J.J. Johansson. Là, il va falloir faire un choix justement pour terminer cette interview. Le choix entre deux groupes, ça va aller très vite. Vous me dites celui que vous préférez. Ah, c'est impossible. Mais attention, ça dépend. Alors, ça va dépendre des questions. Peut-être que ça va être simple, mais. AC/DC ou les Doors? Ah, ça fait mal. À choisir, c'est renoncer. Donc, je les ai vus sur scène pour faire la fête, pour tout. Allez, AC/DC, mais bon, les Doors quand même. J'adore.
Beatles ou Rolling Stones? Ah non, 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 non. c'est pas possible. Ah non, je peux pas. C'est impossible. Impossible. Je vais dire les Stones, mais ça me fait vraiment mal au cœur. Pink Floyd ou Led Zeppelin? Ah, là aussi, ça fait vraiment mal au cœur. C'est fait pour. Non, je peux pas. Là, c'est Pink Floyd. Ah, putain, non. Since I've Been Loving You quand même, Led Zeppelin. Led Zeppelin, mais ils font quand même Pink Floyd, Pink Floyd. The Wall. Non, bah du coup, comme vous choisissez, Voilà. je choisis Pink Floyd. Voilà. Christine and the Queens ou Stuck in the Sound? Ah, Stuck in the Sound. Ah. Aerosmith ou Johnny? C'est la question piège. Bah, non, mais en fait, Aerosmith, mais à Disneyland, dans le Rock'n'Roller Coaster là, avec la musique à fond. Voilà, je reviens. Enfin, Stuck in the Sound, c'est bien que vous en parliez. C'est un groupe qui mérite d'être plus connu. C'est pour ça que j'ai choisi, parce que j'adore Christine and the Queens aussi, mais je trouve que ça mérite encore d'être encore plus devant. Ouais. The Clash ou Dépêche Mode? The Clash. Nirvana ou Radiohead? Ah non, impossible. Impossible. Alors pour conclure, vous voyez où dans 10 ans justement? Sur scène, au cinéma? Parce que vous avez commencé du coup au théâtre, ça vous brancherait comme ça une carrière au cinéma? Oui, enfin j'ai commencé effectivement par le théâtre, et puis j'ai eu la chance de tourner là récemment dans quelques films. J'adore ça, enfin, j'adore jouer. De toute façon mon métier c'est ça, c'est interpréter. Sauf que là, il n'y a pas la référence d'une personnalité qui existe déjà. Il faut l'inventer, il faut la construire. Donc ça, effectivement, ça me plaît énormément. J'espère que je pourrai continuer à faire ça. Est-ce que je continuerai dans 10 ans à faire des spectacles d'imitation? Je ne sais pas. Je pense que je ferai une pause après celui-là. On va tourner jusqu'à fin 2017 celui-ci. Alors, est-ce qu'il y aura du théâtre? Est-ce qu'il y aura du cinéma? Pour l'instant, c'est encore... Tous les projets sont à des stades embryonnaires, donc... on verra. Merci beaucoup, Mickaël Gregorio. Avec plaisir. D'être passé nous voir. On vous retrouve sur scène le 6 octobre au Zénith de Montpellier. Les places sont déjà en vente, donc cette année surtout pas manquer. À bientôt. Pas manquer. Merci. À bientôt, au revoir.